On l'a surnommée la femme la plus détestée d'Amérique. On l'a menacée de lui couper la langue, de la tuer. Elle était d'un tempérament très explosif. À l'automne 1995, cette militante haute en couleur Elle s'est juste, pouf, évaporée. va se retrouver au Texas au cœur d'une étrange affaire de vengeance. On nous tirait dessus. Une étrange série d'indices, Un torse d'homme blanc sans tête ni main. de fausses pistes 600 000 $ en pièces d'or. et de suspects dangereux. Il avait tabassé un type à mort. Voici l'histoire de Madalyn Murray O'Hair et de sa mystérieuse disparition. Tout commence avec un petit mot scotché à la porte d'entrée. Avons dû nous absenter d'urgence. En ce jour d'août 1995, les bureaux d'American Atheist à Austin, au Texas, sont fermés à clé. La fondatrice et présidente de l'association, Madalyn Murray O'Hair, est introuvable, tout comme son fils John et sa petite fille Robin. Une semaine plus tard, le silence règne toujours dans les locaux désertés. Mais où est donc passée la flamboyante militante? Cela fait plus de 30 ans que Madalyn Murray O'Hair milite pour changer les mentalités américaines. Grande gueule, vulgaire et provocatrice, elle se bat pour le droit à l'athéisme. Depuis qu'en 1963, elle a attaqué l'État en justice pour protester contre les prières obligatoires dans les écoles publiques, elle est devenue la femme la plus détestée d'Amérique. Elle avait des idées très progressistes. Elle était très en avance sur son temps. C'était une grande gueule, à l'époque où les femmes se taisaient. Elle donnait l'impression d'insulter Dieu, à une époque où la majorité des Américains étaient très croyants. La lutte qu'elle mène pour défendre les droits des non-croyants semble pourtant avoir pris fin de façon abrupte et mystérieuse. Et les employés de l'association commencent à s'inquiéter. Qu'a-t-il pu leur arriver, à elle et à sa famille? Nous sommes début septembre 1995. Pendant une semaine, les employés tentent par tous les moyens de les joindre. On essayait de les appeler encore et encore, et personne ne décrochait jusqu'à ce qu'on finisse enfin par les joindre. Et là, ils nous ont dit « Tout va bien, ne vous inquiétez pas ». Après tout, c'était la famille O'Hair. Ils étaient toujours embringués dans des histoires pas possibles, et ils s'en sortaient toujours. Alors je les ai crus sur parole et j'ai laissé tomber. 15 jours plus tard, Hélène les rappelle. Et cette fois, c'est Robin, la petite fille de Madalyn, qui lui répond. Elle n'avait pas l'air bien, pas bien du tout. Je me souviens que j'ai appelé mon collègue parce que je sentais que quelque chose n'allait pas, mais on ne savait pas quoi faire. Je lui ai dit « Robin, j'ai l'impression que quelqu'un te braque un pistolet sur la tempe. » Et elle m'a répondu « Si c'était le cas, je ne pourrais rien te dire. » Sans plus d'informations, les employés de l'association continuent de s'inquiéter et hésitent à contacter la police. Jusqu'à ce que le 29 septembre 1995, la ligne soit définitivement coupée. Les O'Hair se sont volatilisés. L'affaire fait les gros titres. What's become of Madalyn Murray O'Hair? She appears to have dropped off the face of the earth. Intriguée par cette étrange disparition, Mimi Swartz, journaliste à Vanity Fair, se lance sur ses traces. J'étais à Austin à l'époque. Alors je me suis rendue dans les locaux de l'association. Quand je suis arrivée sur place, il n'y avait personne. Pour tenter de comprendre comment Madalyn et sa famille ont pu disparaître, Mimi se replonge dans les événements qui l'ont propulsée sur le devant de la scène.
Elle ne se comportait pas comme une femme de l'époque. Elle était vulgaire, grande gueule. Elle était plutôt repoussante physiquement. Alors elle dérangeait beaucoup de monde, mais ça a été une figure très importante. Elle a fait évoluer la société. Personne n'aurait pu la faire taire. Madalyn Murray O'Hair se fait un nom à l'âge de 41 ans, lorsqu'elle décide d'attaquer en justice l'école de son fils qui l'oblige à participer à des prières collectives. Elle a une dent contre la religion depuis que l'amour de sa vie, William Murray, un catholique pratiquant, a refusé de divorcer de sa femme pour l'épouser. Sans emploi, mère célibataire de 2 enfants illégitimes, elle décide de porter l'affaire devant la Cour suprême. Elle voulait simplement que l'État applique les lois et que l'État et l'Église soient véritablement séparés. Le 17 juin 1963, elle obtient gain de cause. Today, the United States Supreme Court ruled that it violates the Constitution to require reading the Bible or reciting prayers as a religious exercise in public schools. Envers et contre tous, elle fonde l'association américaine athéiste et continue de porter des dizaines d'affaires devant les tribunaux. Pour empêcher les allègements fiscaux de l'Église, retirer la phrase « In God we trust », nous plaçons notre foi en Dieu sur les billets américains, ou pour que la prière ne soit plus obligatoire pour les astronautes en mission. Do you know that after the moon mission, that the Pope issued an announcement that it was the duty of the government soon to put missionaries on those flights to convert other life forms? À la fin des années 60, Madalyn est devenue une figure médiatique, une héroïne de la contre-culture. À une époque marquée par les revendications, sa voix peut couvrir toutes les autres. The government cannot establish a religion. The government cannot give aid to a religion. Elle était d'un tempérament très explosif. Quand j'ai lancé mon émission télé, je lui ai demandé d'être ma première invitée. C'était sa première fois sur un plateau. People are dead, and that tragically is the end. Il n'y a pas de paradis, pas d'enfer, pas d'ange. Ça a fait un de ces scandales. Les annonceurs nous ont lâchés. Holiday was stolen from the pagans. Une vraie catastrophe. Plus elle scandalisait le public et plus le standard était saturé. On a vraiment explosé l'audimat ce soir-là. Cette haine qu'elle inspirait, c'était justement son moteur. Elle voulait devenir célèbre, peu importe comment. Pas étonnant donc qu'elle se retrouve très vite sur la fameuse liste des citoyens dangereux du FBI. Elle était aux antipodes des valeurs de l'Amérique. Elle voulait se battre. Les réactions sont violentes et Madalyn reçoit des courriers particulièrement virulents. Des gens lui écrivaient qu'ils allaient l'ébouillanter dans de l'huile chaude. On l'a menacée de lui couper la langue, de lui couper les seins, de la tuer, très régulièrement. Les menaces de mort affluent. On nous a tiré dessus, on cassait nos fenêtres. Des gens venaient brûler des croix devant leurs portes. Une spectatrice lui a dit qu'elle se demandait comment Dieu allait la punir et se délectait de la mort horrible qui l'attendait. Alors quand Madalyn disparaît soudainement, l'inquiétude est grande. Serait-elle retenue en otage quelque part? Au pire, lui serait-il arrivé malheur? Au sein de la communauté athée, la paranoïa était telle qu'ils ont envisagé les théories les plus folles. Les ovnis, la CIA. They were kidnapped, and the Vatican had a hand in it, or the United States CIA. Elle avait tellement d'ennemis qu'il y avait des millions de suspects. Impossible de privilégier une théorie plutôt qu'une autre. Sa disparition était un mystère total. Madalyn ne donne plus signe de vie et ses proches craignent le pire. Plusieurs mois se sont écoulés et Madalyn Murray O'Hair et sa famille ne sont toujours pas réapparus. Leurs amis fouillent leur maison d'Austin à la recherche d'indices. Ils trouvent des assiettes sales posées sur la table, celles d'un repas interrompu, mais aucune piste sérieuse. J'ai passé toute leur maison au peigne fin, à la recherche du moindre indice ou d'un mot. J'ai trouvé son carnet de téléphone et j'ai appelé tout le monde en vain. En interrogeant le personnel d'American Athéiste, Mimi Swartz n'avance que de quelques rumeurs.
Les O'Hare seraient partis à l'étranger, en Nouvelle-Zélande. Elle décide de suivre leurs traces à l'autre bout du monde. Je suis allée en Nouvelle-Zélande avec une photo d'eux et j'ai essayé de retrouver leurs pistes. Je demandais aux gens s'ils ne les avaient pas vus. J'ai eu des réponses positives. À la banque, on m'a dit que Madalyn était bien une cliente. Dans un restaurant mexicain, un des serveurs m'a dit qu'ils avaient mangé là. Lorsqu'en mars 1997, elle publie son article dans Vanity Fair, les lecteurs sont tout de même perplexes. Que font les O'Hare incognito à l'autre bout du monde? C'est ce qui rendait l'affaire si mystérieuse. La piste était difficile à suivre et on ne savait pas trop où elle allait nous mener. Un an après leur disparition, un seul homme travaille encore activement à les retrouver. John McCormack, journaliste au San Antonio Express News. En août 1996, mon rédacteur en chef m'a demandé d'écrire un article sur la disparition de Madalyn Murray O'Hare. Je ne savais même pas qu'elle avait disparu. Alors je me suis retroussé les manches et j'ai plongé dans l'affaire, pensant que ça irait très vite. Mais plus je grattais et plus je trouvais de nouveaux éléments. Tim Young, un détective privé, tombe sur l'article de John McCormack et lui propose son aide. J'essayais de me faire un nom dans le milieu. J'avais déjà résolu quelques affaires de disparition plus ou moins médiatisées. Alors je me suis dit que j'allais appeler ce journaliste et lui proposer de collaborer. Il m'a dit « Je suis spécialisé dans les affaires de disparition. Je peux vous aider à retrouver Madalyn Murray O'Hare. » Sur le moment, j'étais surpris. C'était pas ordinaire comme proposition. Je pensais que ce serait facile, qu'en 15 jours, j'aurais retrouvé Madalyn, John et Robin et que je pourrais enchaîner sur autre chose. En interrogeant à leur tour les membres d'American Atheist, Young et McCormack font une découverte surprenante. Madalyn et sa famille possèdent bien un compte en banque en Nouvelle-Zélande, sur lequel se trouvait près d'1 million de dollars des fonds de l'association. Et cet argent a disparu. Un des employés de l'association m'a confié qu'une grosse partie de l'argent avait disparu. Ça nous confortait dans l'idée qu'ils avaient simplement filé avec la caisse. Cette disparition attire l'attention d'un détective d'un tout autre genre. Après avoir lu l'article de McCormack, Ed Martin, un ancien employé du fisc américain, décide lui de suivre l'argent. Il soupçonne les O'Hare d'avoir détourné les fonds de leur association. Tout ce que je savais, c'est que 600 000 $ avaient disparu et que les O'Hare aussi. Forcément, on pouvait les suspecter de les avoir détournés. Martin retrouve la trace des 629 000 $ déposés sur le compte néo-zélandais. Il s'aperçoit que l'argent est revenu aux États-Unis et semble à présent se trouver à San Antonio. Il ne lui reste plus qu'à découvrir où précisément. De son côté, 1 an et demi après les disparitions, Tim Young découvre un élément qui pourrait enfin faire avancer l'enquête. Il apprend qu'au cours du mois suivant leur disparition, le téléphone portable des O'Hare continue à être régulièrement utilisé. Il semblerait donc qu'ils aient été vivants et sur le territoire américain. Le relevé des communications montrait que le téléphone était allé d'Austin à San Antonio et qu'il avait été utilisé pour passer plusieurs appels depuis San Antonio durant le mois de septembre 1995. Ils apprennent aussi que la majorité des appels ont été passés depuis un quartier très précis, au nord de San Antonio, et en particulier depuis un restaurant mexicain baptisé La Fonda. Le relevé des communications téléphoniques a été une véritable mine d'or. Non seulement on y trouvait les numéros qu'ils avaient appelés, mais aussi l'endroit d'où les appels étaient passés. Il ne nous restait plus qu'à aller voir sur place. En épluchant les numéros, Young et McCormack finissent par tomber sur celui d'un petit magasin sans prétention. On avait toutes les adresses correspondant aux numéros qu'ils avaient appelés et l'une d'entre elles était celle d'une petite bijouterie qui ne payait pas de mine, Corey's Fine Jewelry. On ne savait pas encore que c'était dans cette petite boutique au fin fond d'un centre commercial qu'on allait découvrir l'un des indices les plus importants de toute l'affaire. Un homme est venu me voir et m'a demandé si j'étais en mesure de lui vendre 600 000 $ d'or. Le client souhaite acheter des pièces d'or, en grande quantité. 500 Krugerrands, 500 Maple Leaf canadiennes et 500 American Eagles. J'ai appelé mon banquier, mon comptable et mon avocat pour leur demander s'il fallait que je sache quelque chose en particulier avant d'accepter ce genre de transaction. La seule réponse que j'ai reçue, c'était « Ne prends pas de liquide ».
$600 000 sont alors virés sur le compte de Corey Ticknor au Texas. Exactement la somme qui a disparu du compte d'American Atheist en Nouvelle-Zélande. Une semaine plus tard, ils ont rendez-vous dans une agence bancaire du quartier. Un homme grand et costaud, se présentant comme John Murray, inspecte les rouleaux de pièces étincelantes. En tout, près de 45 kilos d'or. On les a mises sur un chariot et on les a transportées jusqu'à sa voiture. On a mis tout ça dans le coffre et il est parti. Je ne l'ai plus revu après ça. L'information semble fiable. John est bien vivant. Il est venu récupérer une mallette remplie d'or. Mais la piste s'arrête là. Rien n'indique pour autant où se trouvent Madeleine et sa famille. Au printemps 97, on ne savait plus où chercher. On ne les trouvait pas. On ne savait même pas s'ils étaient toujours en vie ou s'ils étaient morts. Ils s'étaient juste, pouf, évaporés. On était dans l'impasse. Cela fait désormais près de 3 ans que les O'Hare ont disparu. Et tout à coup, un jour, le téléphone sonne. J'étais à mon bureau et mon téléphone a sonné. Un appel anonyme. J'entendais que le type était dans tous ses états et il m'a dit « Je sais ce qui est arrivé au O'Hare. » Un ami à moi, qui était impliqué, a disparu lui aussi. Très vite, l'interlocuteur reconnaît que ce soi-disant ami est en réalité son frère, Danny Fry, un escroc à la petite semaine récemment installé au Texas, attiré par les promesses de richesse d'un certain David Waters. Fry est porté disparu depuis l'automne 1995, exactement comme les O'Hare. J'entendais qu'il était terrifié. On aurait dit qu'un type armé venait de faire irruption chez lui. Il était mort de peur. C'était le premier élément qui nous indiquait qu'il leur était certainement arrivé malheur. Pour la première fois depuis des mois, ils ont une piste solide. Et cette piste, c'est David Waters. C'était un marginal assez louche auquel on avait à peine fait attention pendant les 8 ou 10 premiers mois de l'enquête. Waters se fait embaucher chez American Atheist comme linotypiste en 1993, 2 ans avant la disparition des O'Hare. Il est intelligent, il travaille dur. Très vite, il est promu au poste de superviseur. Et puis, les incidents se multiplient. De l'argent, des ordinateurs, des livres rares se mettent à disparaître. Un jour, Waters a décidé qu'il allait les plumer. Il s'est fait un chèque de 54 000 $, il a vidé les comptes de l'association et fermé boutique. Sous le choc, les O'Hare licencient Waters. Mais Madeleine n'arrive pas à convaincre les autorités de la prendre au sérieux. Elle décide de faire justice elle-même. La seule manière qu'elle ait trouvé de se venger de David Waters, ça a été de révéler son passé très violent dans la newsletter de l'association. Et ce passé n'était vraiment pas beau à voir. Fils aîné d'une prostituée, il avait grandi à Peoria. Il avait eu une enfance très difficile et violente. Il avait commencé très jeune. Il avait tué sa première victime à l'âge de 17 ans. Avec ses potes, il avait tabassé un type à mort. Waters avait déjà été condamné, entre autres, pour avoir agressé sa mère, l'avoir battue avec un manche à balai et lui avoir uriné sur le visage. Voilà qui était David Waters. On disait qu'il était né avec un blouson noir. C'était quelqu'un de dur, de dangereux. En découvrant la tribune de Madeleine, Waters est hors de lui. Mais lorsque la police l'inculpe, il préfère plaider coupable et restituer l'argent plutôt que de risquer de retourner plus longtemps en prison. 3 mois plus tard, Madeleine et sa famille disparaissent. De quoi amener les enquêteurs à s'interroger sur son rôle dans l'affaire. Les enquêteurs qui recherchent Madeleine Murray O'Hare et sa famille sont sur les traces d'un nouveau suspect, un certain David Waters. Un homme au passé trouble et au casier judiciaire bien rempli. Mais dans quelle mesure est-il impliqué ? Dès qu'on a commencé à s'intéresser à David Waters, John s'est occupé de fouiller dans son passé pendant que moi, je surveillais ses déplacements. Young et McCormack commencent à mettre sur pied une théorie. Waters aurait recruté d'anciens compagnons de cellule pour réussir ce qui leur aurait présenté comme un coup fumant. L'un d'entre eux était un petit escroc du nom de Danny Fry. L'autre, Gary Carr, sortait tout juste de prison. Si Waters était dangereux, Gary Carr était carrément ignoble, maléfique.
Il avait été condamné pour viol à 4 reprises. Puis, il avait été impliqué dans l'enlèvement et la séquestration de la fille d'un juge. Lequel des deux est le plus dangereux, le Cobra ou le Mamba Noir? Ce sont tous les deux des tueurs et des sociopathes. Young épluche leurs relevés téléphoniques pour retracer leurs déplacements. Et il les compare aux appels passés depuis le téléphone portable des OR. Et bingo, ils se trouvaient au même endroit au même moment. Ça a été une avancée majeure dans l'enquête. En prouvant que les OR et les 3 malfrats se trouvaient dans le même quartier au même moment, Young et McCormack viennent enfin de trouver une faille dans une affaire qui semblait insoluble. Pour la toute première fois, on a commencé à imaginer le pire et à envisager qu'ils aient pu être kidnappés. Pourtant, personne, que ce soit au sein de la police d'Austin ou au FBI, ne considère l'affaire digne d'intérêt. C'était très bizarre. Ils ne se sentaient pas concernés. Je parle de la police d'Austin au sujet de la disparition de Madalyn Murray O'Hair. Il est possible qu'ils hésitent à croire à cette théorie, en partie à cause de David Waters lui-même. Charmeur et beau parleur, ce dernier habite toujours à Austin et il offre une version des faits très différente. Il affirme que les OR se sont fait la malle avec l'argent et tente de l'incriminer. Madalyn voulait lui faire porter le chapeau pendant qu'elle sirotait un cocktail quelque part. Le Texas Monthly Magazine avait interviewé David Waters et il avait réussi à convaincre le journaliste que les OR étaient bien en vie et qu'ils se la coulaient douce en Nouvelle-Zélande. J'ai essayé de leur faire comprendre qu'ils se faisaient berner, que ce type leur mentait. Ils m'ont répondu que ce n'était pas sûr, que son histoire tenait debout. Mimi Swartz, elle aussi, l'interview. Il était très intelligent. Il savait très bien embobiner les gens. Quand on enquête sur Madalyn Murray O'Hair, tous les gens qu'on interviewe sont bizarres. Lui faisait partie des moins bizarres. C'était juste un ancien escroc. Il ne semblait pas dangereux. Il était même très sympathique. La piste Waters ne donnant rien, les enquêteurs sont de nouveau dans l'impasse. Il est toujours impossible de savoir où sont passées Madalyn Murray O'Hair et sa famille. 3 ans se sont écoulés depuis leur disparition. Et la police de Dallas a du mal à identifier un corps sans vie découvert le long de la Trinity River. Un torse sans tête. Impossible de savoir de qui il s'agit. Mais en apprenant la nouvelle, John McCormack pressent qu'il pourrait s'agir de la pièce manquante du puzzle. J'étais à mon bureau et je suis tombé sur une dépêche qui mentionnait le 3e anniversaire de la découverte du corps d'un homme blanc, sans tête et sans main, sur les rives de la Trinity River à Dallas. Ça ne peut pas être Madalyn O'Hair, mais ça pourrait être quelqu'un qui a disparu le même week-end qu'elle. Le compagnon de cellule de David Waters, Danny Fry. Je me disais qu'après tout, il était possible que ce corps sans tête soit celui de Danny Fry. Alors j'ai appelé sa petite amie et je lui ai posé des questions. Est-ce que Danny était tatoué? Non. Le cadavre non plus. Est-ce qu'il avait des poils sur les pieds? Oui. Le cadavre aussi. Alors on est retourné voir le shérif pour lui en parler. Les analyses ADN prennent des mois. Et puis enfin, le verdict tombe. Et il s'agit bien de Danny Fry. McCormack a dans l'idée que ces assassins sont certainement aussi responsables de la disparition des OR. Alors, le 31 janvier 1999, il publie un article décisif dans lequel il établit un lien entre Danny Fry, Waters et Carr et prouve, par le biais des relevés téléphoniques, que les 3 malfrats étaient bien en contact le jour de la disparition des OR. Cet article a eu l'effet d'une véritable bombe. Ça a été la folie. Le 24 mars 1999, le jour de l'anniversaire de David Waters, le FBI ainsi que plusieurs forces de police coordonnent une intervention musclée. Yeah, Tim, it's Ed Martin. I was calling. We did search warrants on Mr. Waters' residence, and he was arrested. The FBI hauled him away, and it's on TV tonight. Heureusement qu'on n'a pas attendu, parce que son propriétaire avait prévu de l'expulser. Au domicile de Waters, on a trouvé plus de 180 balles de revolver. Or, comme il avait un casier judiciaire, il n'avait pas le droit de posséder une arme ou des munitions chez lui. Chez Gary Carr, qui lui aussi avait fait de la prison, ils ont trouvé 2 revolvers. Ancien tôlard,
Ils sont tous les deux renvoyés derrière les barreaux pour possession illicite d'armes à feu. Du moins, pour le moment. Mais comme le sait Gerald Carouf, l'assistant du procureur, il ne va pas être facile de les faire condamner. Pas au Texas, pas quand il est question d'athéisme. Quand l'inculpé paraît plus sympathique que la victime, on peut craindre la réaction du jury. Les gens peuvent se dire « Oh, après tout, elle méritait peut-être de mourir ». Je suis sûr que c'est d'ailleurs ce que pensent certaines personnes. Les OR n'ayant toujours pas été retrouvés, les deux inculpés vont écoper de peine pour des délits mineurs. Waters pour possession d'armes à feu et violation des termes de sa liberté conditionnelle. Gary Carr pour extorsion. En attendant, Madalyn et sa famille restent introuvables. Personne ne sait de façon certaine s'ils sont morts ou vivants. Jusqu'à ce qu'une révélation fracassante vienne une fois de plus relancer l'affaire. Cinq ans et demi se sont écoulés depuis que les OR ont mystérieusement disparu. Personne ne sait où ils se trouvent. Et puis, au moment où la police y attend le moins, David Waters décide de négocier. Il propose de leur dire la vérité, à condition d'être transféré dans une prison plus confortable. Il avait été condamné à passer 60 ans dans une prison d'État. Il a réalisé qu'il ne voulait pas passer le restant de ses jours là. Il préférait aller dans un établissement fédéral. Alors, un jour de janvier 2001, en présence d'Ed Martin et du FBI, Waters finit par raconter l'histoire que tout le pays meurt d'envie d'entendre. Qu'est-il véritablement arrivé à Madalyn, son fils et sa petite-fille? Came up with this elaborate scheme where we could financially gain Madalyn. Il raconte alors une histoire de vengeance, d'enlèvement et de rançon. Tout commence lorsque Waters et ses deux complices, Danny Fry et Gary Carr, décident de kidnapper la famille OR dans un van blanc. Carr had rented a van. We had fitted it with metallic signs, something to the effect of Austin Couriers. Went to the Atheist Center. Danny and Gary approached the door with a package as though they were delivering. John opened the door and they forced him inside at gunpoint. Très vite, Waters, Carr et Fry emmènent les kidnappés dans un petit 2 pièces d'une résidence hôtelière miteuse de San Antonio. Pendant plus d'un mois, ils vont vivre tous ensemble, les 3 malfrats et les 3 athées. On a fini par remonter la piste jusqu'au Warren Inn. C'est là que les OR ont été retenus captifs pendant 30 jours, dans cette résidence qui ne paie pas de mine. On a du mal à croire qu'on puisse détenir 3 individus contre leur gré sans que personne ne se rende compte de rien. Je me souviens m'être rendue dans cet hôtel et avoir demandé autour de moi si quelqu'un avait aperçu les OR. La réponse était toujours non. Au cours des semaines qui suivent, les kidnappeurs vident les comptes bancaires des OR, vendent leurs voitures, se servent de leurs cartes de crédit jusqu'à atteindre tous les plafonds et retirent un demi-million de dollars de leur compte en Nouvelle-Zélande. John est forcé de coordonner toutes ces opérations et passe des dizaines de coups de fil. On lui a dit que s'il coopérait, sa famille serait épargnée. During the course of the month, John and I bonded somewhat. I know this sounds bizarre, but I trusted John. John trusted me. John and I were like working together. Mais piégée entre les 4 murs du Warren Inn, l'impétueuse Madalyn commence à faire des siennes. Man, tried to push Carr's buttons. She started pushing debates and philosophical opinions, things of this nature. Next thing I know, Brandon Raven, she would take a certain perverse delight in amusing herself in this fashion. She's ready to kill Madalyn because she's an arrogant bitch. Trying to explain to him, I mean, look, you're making $7,000 a day to babysit 3 people, man. Can't you act like you got a little bit of fucking sense? Récupérer l'argent va cependant prendre beaucoup plus de temps que prévu. C'est la chose que Waters avait mal calculée. Il n'avait pas pris en compte le fait que ce serait très compliqué de transférer l'argent du compte néo-zélandais jusqu'à San Antonio. L'histoire prend ensuite une tournure de plus en plus bizarre. À un moment, l'argent s'est retrouvé coincé au New Jersey et la banque a demandé à John Murray de venir sur place le récupérer.
John Murray prend alors l'avion avec Gary Carr pour se rendre à l'autre bout du pays. À tout moment, il aurait pu alerter les autorités. Il aurait pu dire « j'ai été kidnappé ». Il aurait pu mettre fin à tout ce cirque, mais il ne l'a pas fait. John était très proche de sa mère et n'aurait jamais rien fait qui puisse lui nuire. Waters avait dû réussir à le convaincre qu'il les laisserait repartir une fois l'argent récupéré. Les O'Hare font confiance à David Waters. Ils veulent croire que s'ils le laissent repartir avec l'argent, il ne leur arrivera rien. Ce sera là leur erreur. Tandis que filtrent dans la confession de David Waters les détails de l'enlèvement des O'Hare, nombreux sont ceux qui tombent des nues. En particulier Mimi Swartz, pour qui il avait été une source. Quand il a été arrêté, j'ai eu une sorte d'illumination. J'ai fait « Ah, évidemment, c'était lui !» Tous les journalistes connaissent ce moment où on réalise qu'on s'est fait berner. On dit toujours qu'il faut se méfier des sources trop enthousiastes. On ne peut qu'en tirer la leçon appropriée. Alors, que s'est-il réellement passé ce 29 septembre 1995, le jour où John a récupéré les pièces d'or? À l'intérieur de la salle d'interrogation, David Waters a donné plusieurs versions des faits. Martin exige qu'il se mette à table pour de bon. How are we supposed to believe him? Well, at this point, I don't see if there's anything left to deny. Well, I don't either. That's why this has come to Jesus Day, man. Spill it. Let's go. Pressé par les enquêteurs, il finit par expliquer ce qui s'est réellement passé au Warren Inn. So we walked in, I just knew something was terribly wrong. Gary was in the living room. He looked like he was mad at something. I asked, where's Robin? She said she's in the bedroom. I headed to the bedroom. She was there. Enfermés dans la chambre du fond, John et Madeleine ignorent que Robin vient d'être violée et tuée. Apparently, Gary got her in the bedroom. One thing led to another. She pissed him off. When he got on Robin, he straddled her, put his hands around her throat. Ils enveloppent le corps de Robin dans un couvre-lit et le chargent dans le coffre de leur voiture. Alors qu'ils ignorent toujours ce qui s'est passé, John et Madeleine sont rapidement déplacés vers un autre hôtel. La mère et le fils pourront-ils sortir vivants de cette terrible épreuve? Nous voilà arrivés. C'est le second hôtel où ils ont emmené les O'Hare. Et sur place, les choses vont très vite prendre une tournure sordide. À ce moment-là de l'affaire, je les imagine comme trois chiens enragés. Ils se sont jetés sur John. John était tombé entre les deux lits. Il se débattait. C'était quand même un homme d'1,93 m et de plus de 90 kilos. L'adrénaline coulait dans ses veines. Ça le rendait certainement très fort et il luttait contre trois personnes. So at that point, I had one end of the belt, Gary had hold the other end of the belt, Danny was straddling his legs. Seulement, il s'est heurté la tête contre le sol, contre le plancher, et il s'est fait une fracture du crâne à force de se débattre contre ses trois agresseurs. Pour finir, ils l'ont étouffé avec un sac plastique. Madeleine va subir le même sort. C'est incompréhensible. Ils sont dans une chambre d'hôtel. On pourrait penser qu'avec tout ce raffut, quelqu'un les aurait entendus. Mais non, rien. Je trouve ça hallucinant. Que Madeleine Murray O'Hare ait été tuée dans une minuscule chambre d'hôtel, après la vie qu'elle a menée, l'impact qu'elle a eu sur le pays, zigouillée, avec une ceinture en cuir. Quelle triste fin. Et l'histoire ne s'arrête pas là. Elle s'apprête même à prendre une tournure encore plus horrifique. Après avoir été détenus 4 semaines durant dans un hôtel miteux de San Antonio, les O'Hare ont été sauvagement assassinés. Mais leurs tueurs n'en ont pas tout à fait fini avec eux. Le lendemain matin, ils déposent les corps dans un garde-meuble et partent prendre le petit déjeuner. Et puis, une fois qu'ils ont mangé, ils reviennent découper les cadavres.
l'estomac plein. Bande de sauvages. Dans ce garde-meuble du nord d'Austin, ils discutent de la meilleure façon de découper les corps et de les placer dans des tonneaux. Gary thought it was rather amusing. Neither one of us were both kind of quick. He told me to do my share of the work, essentially, in dismembering one individual would cost me $25,000 out of my end. I see no problem. Ils coupent les jambes des 3 corps en dessous des hanches. Ils placent les torses dans les tonneaux et puis ils fourrent les jambes par-dessus, dans chaque baril. Lorsque Danny Fry s'inquiète des conséquences, Waters, qui craint qu'il se mette à parler, le tue lui aussi. Il deviendra par la suite le corps sans tête retrouvé à Dallas. I even asked Gary, how the hell did you do that in the dark? He said, you can feel the joints with your fingers. He said, you just cut through the joints. Le dernier acte se déroule dans une région désertique, à près de 200 km à l'ouest de San Antonio. Un van blanc transporte les 3 tonneaux remplis des corps mutilés jusqu'à un endroit reculé. 2000 hectares de poussière et de végétation desséchée. Le Cooksey Ranch. It was amazing how, as big as Texas is, how everything seems to be fenced in when you've got 3 bodies to get rid of. We just drove until we found a good out-of-the-way spot. We got out and started digging. 6 ans plus tard, David Waters conduit les autorités sur les lieux où sont enterrés les corps. David Waters nous a baladés dans le coin un moment en essayant de se souvenir du lieu exact. Et puis finalement, il a planté un drapeau dans le sol pour désigner l'endroit où il les avait enterrés. Petit à petit, on découvre les sépultures. Une pile de crânes et d'ossements. Et un bout de métal brillant. On voyait une prothèse de hanche qui brillait au soleil comme un attache caravane chromé. Le numéro de série le confirme. Il s'agit bien de la prothèse de Madalyn Murray O'Hair. Après 6 années, la vérité éclate enfin au grand jour. Les circonstances dans lesquelles Madalyn a perdu la vie se révèlent être tout aussi sordides que ses détracteurs l'avaient présagé. Quand j'ai appris ce qui lui était arrivé, j'ai été bouleversé. Et même si je sais que Madalyn n'aurait pas approuvé, j'ai récité une petite prière pour elle. Comment accepter que qui que ce soit finisse comme ça? C'est d'une tristesse infinie. Je repense souvent à cette femme du public qui s'était levée il y a 30 ans de ça, en lui disant qu'elle lui souhaitait une mort atroce à cause de toutes les horreurs qu'elle disait sur le Seigneur. Madalyn n'a pas été kidnappée et tuée à cause de ses opinions religieuses. Elle l'a été parce qu'elle s'est frottée aux mauvaises personnes. Dans cette affaire, ce sont surtout 2 personnalités fondamentalement incompatibles qui se sont opposées et l'un des 2 s'est dit « Je vais me venger de cette pétasse et lui prendre tout son fric par la même occasion. » Carr et Waters auront pourtant bien failli échapper à la justice. Mais le sort a décidé de leur jouer un dernier tour. Le lendemain des meurtres, ils placent les pièces d'or d'un montant d'un demi-million de dollars dans un box de stockage au 1640 Burnett Road à Austin. 3 jours plus tard, les pièces disparaissent. 3 petites frappes, cambriolant les box avec un pass, pénètrent dans le leur et raflent tout. Ils flamberont tout le magot au cours d'une folle virée qui durera près de 2 ans, avant d'être à leur tour arrêtés par la police. Ils ont risqué leur vie, passé des mois, des années à tout planifier. Ils ont tué des gens, fait toutes sortes de choses odieuses et violé je ne sais combien de lois. Et au dernier moment, 3 couillons débarquent et leur piquent tout leur butin. Après tout le mal qu'ils s'étaient donné à récupérer l'or, ils n'ont jamais pu le dépenser. Une morale de conte de fées. Aucun des 3 ne sera condamné pour meurtre ou enlèvement. Ils seront en revanche tous incarcérés pour cambriolage et extorsion.
Gary Carr a écopé de 2 condamnations à perpétuité dans une prison fédérale sans possibilité de remise de peine. David Waters est mort d'un cancer de la gorge 2 ans quasiment jour pour jour après nous avoir montré où se trouvaient les dépouilles des OR. Et bien entendu, Danny Fry a été le premier à disparaître. John, Robin et Madeleine sont aujourd'hui ensevelis côte à côte dans un champ au Texas. Leur tombe n'est pas marquée. Aucune stèle n'indique l'endroit où repose Madeleine. Elle aura pourtant laissé une empreinte indélébile sur les États-Unis. Celle d'une combattante isolée avec des opinions controversées. D'une athée, féministe et passionnée qui se délectait d'être la femme la plus détestée d'Amérique. Les gens qui changent le monde sont rarement des plus sympathiques. Pour être capable de tant de persévérance, être capable de continuer malgré une telle résistance, ceux qui livrent ces combats titanesques ne sont jamais des gens ordinaires. C'est la chose que je retiens de cette affaire. On ne pouvait pas attendre d'elle qu'elle soit une femme comme les autres. J'aimais beaucoup Madeleine. Personne n'aurait pu l'arrêter. Elle a eu un véritable impact sur les États-Unis du XXe siècle. Elle aura été une personnalité hors du commun, du début à la fin.